Bon, bonjour. Donc, nous commençons d'abord par remercier le Dave, Ekman et Fadma de nous avoir invités à ce colloque autour des usages de l'histoire et de la méthodologie devant des doctorants. Notre intervention, qui va durer une trentaine de minutes, est issue du dernier livre qu'on a écrit ensemble avec Béatrice Ibo concernant la trajectoire de l'État marocain et qui porte le titre de Tisser le temps politique au Maroc. Nous n'allons pas parler de tout le livre, de l'ensemble du livre, mais nous allons surtout, pour coller un peu à la problématique de cette rencontre, aborder les questions plutôt méthodologiques, mais à partir de notre usage de l'histoire, et Béatrice expliquera en quelque sorte comment on s'est approprié, comment on a utilisé, si vous voulez, les documents historiques et notre approche de l'histoire dans le cas de l'État marocain. Effectivement, nous ne sommes, ni Mohamed ni moi, nous ne sommes historiens, mais nous avons fait un usage massif des chroniques et des récits historiques dans ce livre. Pardon. Et nous avons fait cet usage massif, non pas pour faire de l'histoire, mais pour faire de la sociologie historique. Et pour cela, nous avons lu, mais nous avons lu autrement ce que la plupart des historiens ont lu. Autrement parce que si on regarde l'historiographie marocaine, elle est obsédée par l'État-nation, par la réforme et par le réformisme. Ce qui était important pour nous, au contraire, et ce qui nous frappait quand on lisait ces récits et ces chroniques, c'est au contraire la diversité des façons de gouverner. Et donc, nous avons essayé de lire et de nous imprégner de ces textes pour, au contraire, voir ces modes de gouvernement autres. Évidemment, nous avons été en dialogue et nous avons été inspirés par un certain nombre d'historiens, d'historiens ayant travaillé sur le Maroc, comme Abderrahmane Mouden, sur les relations entre les tribus et le Marzen, et notamment le rôle de l'ingénierie épistolaire dans les façons de gouverner, les travaux de Abdelhad Sebti sur la dissidence comme moment de négociation, et non pas d'opposition et d'affrontement, mais de moment de négociation, et aussi ses travaux sur le stata, c'est-à-dire ces passeurs, et leur rôle dans la circulation aussi bien des hommes que des biens. Ou encore les travaux de Bezaz ou Rosenberger sur la gestion des famines et sur les épidémies. Mais c'est surtout les lectures directes des correspondances et des chroniques qui nous a inspirés, et évidemment celles de Ibn Zaidan, de Nassiri ou de Mokhtar Soussi structurent finalement notre livre et nous ont fait voir autrement cette longue trajectoire de l'État au Maroc. Pardon. Ces textes sont de facture ethnographique, et c'est cela qui nous a intéressés, parce qu'ils nous ont permis d'accéder à des faits, à des situations très concrètes, et qui nous ont permis précisément de saisir cette diversité des façons de gouverner, cette diversité des relations à l'État, et aussi, on y reviendra plus tard, qui nous ont permis de construire notre méthode idéale typique. Un dernier élément qui est intéressant dans ce rapport à l'histoire, ou plutôt de notre usage de l'histoire, c'est qu'elle nous a poussé à dépasser les lectures assez traditionnelles de l'État au Maroc, d'un État faible avant la colonisation ou d'un proto-État, d'un État faiblement différencié, et au contraire, la lecture de ces chroniques, de ces récits, nous fait apparaître un État extrêmement riche dans ses pratiques et extrêmement diversifié. Oui, je pense que c'est
l'entrée par l'État supposait aussi une remise en cause de sa définition, de la définition même de l'État lui-même. Et on y reviendra plus tard quand on abordera un peu l'ancrage théorique de notre parti pris par rapport à la question de l'État. Mais dans le dialogue avec les historiens, on a essayé d'abord de faire un pas de côté, beaucoup par rapport à une vision linéaire de l'État, qui présuppose qu'il passe par plusieurs stades qui correspondent un peu à l'approche du développement politique, différenciation, complexification, etc. Et pour l'aborder à partir essentiellement de ses façons de gouverner, de ses fonctions, sans préempter au niveau théorique des performances prescrites, c'est-à-dire contrôler totalement ou partiellement le territoire. Nous, ça n'avait aucune incidence sur son existence. Donc on parlait beaucoup, on abordait plutôt la question de sa perception et dans ses relations avec les hommes et avec les territoires. Et à partir de là, nous avons choisi un moment de l'histoire marocaine. Donc on aurait pu choisir le 16e ou le 17e, on a choisi le 19e siècle tout simplement parce que le 19e siècle est très documenté. Et parce que justement c'est au 19e siècle que cette idée que le Maroc a un État faible, un État en crise, a été la plus défendue, à la fois par les historiographes marocains ou par les historiens coloniaux. C'est-à-dire que qui justifie en quelque sorte la colonisation comme étant une action qui vient au secours d'un État qui est incapable de gouverner. Et donc, par rapport à ça, conceptuellement, on a forgé un concept qu'on qualifie d'échelle des façons de gouverner, des façons de gouverner, mais à partir de ce qu'on appelle la multiplicité des échelles du gouvernement. C'est-à-dire en distinguant en gros, on va y revenir par rapport aux idéotypes empire et État, en distinguant surtout un gouvernement qui serait direct, de proximité, qui suppose une administration et un contrôle, et un gouvernement qui peut être associé au même moment historique, un gouvernement qui est à distance, qui fonctionnalise, qui rend fonctionnelle la dissidence, l'autonomie, et qui utilise des moyens d'action, souvent indirects, mais sans être pour autant lointains, qui sont aussi dans la proximité, dans le contrôle, mais de façon à minimiser les coûts de ce contrôle et à rendre possible ce contrôle. Les deux phases qu'on a prises, c'est à peu près se chevauchent, c'est-à-dire entre pratiquement 1862 et jusqu'à 1900, et donc sous le règne de Mohamed Ben Abdelrahman et le Hassan Ier. Donc c'est les deux règnes qui sont caractérisés par d'abord la présence à proximité du Maroc des puissances européennes, c'est-à-dire la colonisation de l'Algérie par l'Est, et les appétits espagnols, anglaises, allemands sur l'Afrique du Nord. Donc on a deux séquences. La première séquence concerne la ville de Tétouan, à partir là aussi, c'est ça l'usage de l'histoire, à partir d'un corpus de lettres entre le sultan et le gouverneur de Tétouan, depuis la nomination de ce dernier en mai 1862 jusqu'à son éviction en mai 1864, exactement un mandat de 2 ans. 2 ans, on a un corpus pratiquement de 140 à 150 lettres qui relient le sultan à ce gouverneur. Ce que nous donne à voir d'abord ce corpus de lettres, et comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, non seulement le contenu qui est factuel, qui traite de situations de gouvernement, de situations concrètes de gouvernement, et l'analyse de ce corpus donne à voir à la fois la multiplicité des façons de gouverner, mais surtout un gouvernement qu'on appelle un gouvernement d'administration, de proximité, qui nous éloigne de cette idée du Makhzen prédateur ou d'un État qui n'utilise que la violence pour gouverner. La première lettre démarre donc bien avant la nomination de ce gouverneur, qui était gouverneur avant la guerre de Tétouan, quand les Espagnols lui remettent les clés de Tétouan.
Et donc on a les premières lettres qui sont assez dans la même semaine. Donc il faut imaginer cette circulation des lettres dans un Maroc non équipé, où le sultan il est soit à Fès, soit à Marrakech, soit à Rabat, et qui doivent acheminer le courrier à Tétouan, au nord du pays. Donc, les premières lettres sont des lettres qui répondent à une validation de l'information sur la manière dont les troupes espagnoles quittent Tétouan vers Ceuta, et les chemins par lesquels ils passent. Donc une description extrêmement fine de la topographie par lesquels, et de la manière dont s'est organisée cette retraite des Espagnols. Puis viennent pêle-mêle, et je vais sur ces 2 ans, plusieurs thématiques. La première thématique, c'est il faut armer la ville. Et on a toute une série de lettres concernant la qualité de l'armement, le type d'armement, la fabrication de ces armes, l'acheminement de ces armes. Il s'agit de l'équipement de la petite troupe qui va protéger la ville, 150 tirailleurs. La qualité, et le sultan est très précis sur la qualité de cet armement, sur l'entraînement de ces troupes, sur la fourniture des chevaux. Donc on a toute une série de lettres qui s'adressent au gouverneur sur ces questions. Bien après, d'autres, encore plus de lettres, qui concernent un incident très intéressant. En quittant la ville de Tétouan, la reine d'Espagne de l'époque avait légué un lot de bois à la ville. Toute une discussion va s'entamer autour de ce lot de bois. Quelle est sa destination? Est-ce qu'il faut l'utiliser pour reconstruire les mosquées détruites? Et là, il y avait une sorte d'opposition des hommes de religion, et finalement, le sultan prend la décision, et c'est à distance, il prend la décision de distribuer ce bois aux pauvres pour reconstruire leur maison détruite. On a une séquence qui est extrêmement intéressante sur la refonte, ou plutôt la relance économique. C'est un langage relativement moderne. Il fallait refinancer les commerçants qui sont en faillite. Et donc le sultan, le trésor public, donne une avance, donc il finance une dizaine de commerçants. Et on peut suivre un peu sur toute une série de lettres adressées aux gouverneurs et aux oumanas, aux intendants locaux, sur le nom de ces personnes, les noms de ces personnes, les usages qu'ils vont faire de ces capitaux avancés par l'État, et surtout sur le remboursement de ce capital, de cet argent, et sur les délais que le sultan accorde pour différer le remboursement en entendant. Il y a une grosse séquence sur l'approvisionnement de la ville en blé, qui doivent être vendus au prix coûtant. Et l'ordre donné à des commerçants de Safi, donc au sud, ou des Djedida, pour armer des navires. Il y a une dizaine de navires, armer des navires. Mais en même temps, le sultan adresse un autre courrier où il est assez sensible au fait que cette arrivée massive de blé va entraîner une chute des prix à Tétouan, parce que les commerçants de Tétouan, par eux-mêmes, ont trouvé un approvisionnement ailleurs. Et donc, là aussi, il définit la stratégie commerciale à adopter pour ne pas mettre en faillite ces commerçants qui sont en train de se reconstituer économiquement. On a une autre séquence intéressante par rapport à la justice et surtout à la sécurité spirituelle. Le langage est moderne à ce niveau, parce que les chorfas qui faisaient des arbitrages dans la ville ont quitté la ville, et il fallait repeupler la ville par ces chorfas. Et donc il y a une lettre adressée au gouverneur, une copie d'une lettre adressée à un responsable de confrérie, dans lequel le sultan l'incite à revenir dans la ville pour assurer ses fonctions d'arbitrage. Ça, c'est la séquence, disons, de gouvernement direct, de proximité, avec toute une diversité de fonctions et de responsabilités de l'État vis-à-vis de la société de Tétouan. On passe à un autre espace, et à la même époque, mais ça déborde sur le sultan Hassan Ier, dans le Souss, qui, dans l'historiographie classique et traditionnelle, est considéré comme une bled siba, une terre de dissidence, qui n'a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Effectivement, disons, dans le troisième quart du XIXe siècle, on assiste à
à des campagnes organisées par le sultan Hassan Ier, 3 campagnes vers le Sousse, mais qui n'ont jamais investi ce territoire militairement. Ils se sont arrêtés à la frontière de ce territoire. Et c'est là où on observe, on a pu dépasser un peu un certain nombre de thèses, justement par rapport, qui cristallisent cette dissidence autour de ce que Justina a appelé le royaume du Tazarwat, qui est un petit royaume, alors qu'il ne s'agit même pas d'un royaume. Quand on aborde vraiment les textes et les correspondent de façon plus précise, il s'agit d'une grande famille qui contrôle une route commerciale, comme d'ailleurs une autre famille de Ifni, mais on observe toute l'ingénierie, là aussi, de gestion de ce territoire, de gouvernement de ce territoire, sans se préoccuper de l'administrer. Et c'est ça cette différence. On le gouverne. Et ce gouvernement de ce territoire, c'est-à-dire la nomination des agents d'autorité, la construction aussi de ports, la refonte de ponts, la reconstruction de lieux de culte, etc. Toute une série de choses qui se font de façon indirecte à travers des intermédiaires. Et là, notre travail s'est focalisé sur un intermédiaire qu'on a pris, comme d'ailleurs pour le gouvernement. C'est un petit clerc local d'un petit village du Sousse qui s'appelle l'Arbil Adouzi, qui est le grand-père maternel de Mokhtar Soussi, l'historien, et qui est lié avec le sultan par une correspondance, là aussi, d'une trentaine de lettres, où on peut observer, là aussi, les façons de gouverner et les thématiques du gouvernement, et qui ne consistent pas, comme pour Tétouan, en une intervention directe dans l'administration, mais au contraire en une action extrêmement politique et fine sur la qualité des intermédiaires, sur le choix de ces intermédiaires, sur les opportunités de mobiliser ou ne pas mobiliser des tribus, sur la fabrication des statuts, mais sans que ça coûte quoi que ce soit au trésor, c'est-à-dire en donnant des statuts symboliques à des personnages qui constituent un peu les relais de ce pouvoir, alors qu'il avait la possibilité d'investir le Sousse, tout simplement, parce qu'il avait une armée qui était stationnée à Tiznit. Le choix d'une certaine façon était de ne pas le faire parce que ça coûtait trop cher et qu'on pouvait gouverner ce pays sans avoir à le prendre en charge de façon administrative ou financière, comme c'est le cas de Tétouan. Voilà un peu ces deux descriptions, qui sont des descriptions factuelles et parfois ethnographiques, nous ont renvoyé à une obligation de théorisation de ces façons de gouverner pour rendre compte de la permanence de l'État, quelles que soient ses expressions. Effectivement, donc effectivement, quand on prend en compte cette diversité des façons de gouverner, on ne peut pas se réduire et on ne peut pas se contenter d'une définition de l'État qui est celle, par exemple, de la science politique qu'on attribue à Weber, enfin, qui est effectivement une définition de Weber, celle du monopole légitime de la violence, ou ces définitions institutionnelles de l'État. Et donc, justement, dans notre tentative de théorisation et dans ce va-et-vient qui caractérise notre travail entre travail très empirique et théorisation, on est tombé sur une définition de l'État de Max Weber qui est vraiment passionnante et qui nous a permis de mieux appréhender et de mieux théoriser l'État au Maroc, et que je vais lire parce qu'elle est vraiment très importante. Alors, Weber nous dit « Si nous nous demandons ce qui, dans la réalité empirique, correspond au concept d'État, nous trouvons une infinité d'actions et d'actes passifs, humains, diffus et discrets, une infinité de relations réglées factuellement et juridiquement, uniques en leur genre ou récurrentes, le tout maintenu ensemble par une idée, par la croyance à des normes effectivement en vigueur ou qui devraient l'être, ainsi que par des rapports de domination entre êtres humains. Cette croyance est en partie un bien idéal développé par la pensée. En partie, elle est ressentie confusément, en partie acceptée passivement, et elle est présente avec les nuances les plus variées dans la tête des individus, lesquels, s'ils avaient réellement une conception très claire de cette idée comme telle, n'auraient pas besoin d'une théorie générale de l'État qui vise à la développer.
La citation continue, mais je pense que là, on a les éléments qui nous ont guidés, qui ont été très importants pour nous. Ça a été de ne, précisément comme le disait Mohamed, on ne pouvait pas se cantonner à cette idée d'un État prédateur, un État patrimonial ou un État sultanien, comme qui a été des caractérisations du Maroc, avec cette indifférenciation du public et du privé, mais qui nous aide à mieux conceptualiser cette diversité d'action et de non-action, hein, comme dit Weber, des croyances, des normes, des façons de penser, autrement dit, ces images du monde propres à chaque moment. Et pour ce faire, nous avons adopté une approche idéale typique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une approche idéale typique très concrètement? C'est, et là on continue à suivre Weber, c'est de mettre en exergue, de mettre en évidence des traits distincts de pratiques sociales dans leur caricature presque, dans leurs profils les plus marqués, mais à partir d'un donné concret, à partir d'une réalité historique. Donc en l'occurrence, notre lecture aussi bien du gouvernement de Tétouan que du gouvernement du Sousse, nous les avions pris comme des matériaux pour faire cette construction intellectuelle qu'est la démarche idéale typique, et donc pour construire deux types idéaux qui ne représentent pas la réalité. L'idéal type empire n'est pas l'empire chérifien dans le Sousse, et l'idéal type État-nation n'est pas Tétouan dans l'Empire, mais on prend dans chacune de ces configurations très différentes des traits caractéristiques et on construit ces figures idéales typiques qui nous permettent après de lire la réalité concrète. Donc l'Empire, dans cette figure idéale typique qui est l'Empire, elle est caractérisée par, et là je reprends ce que Mohamed nous a fait apparaître dans ces deux exemples, une absence de prétention à contrôler l'ensemble de la société, et donc une propension à s'accommoder et à s'adapter, un refus d'associer systématiquement légitimité et détention du monopole du pouvoir, et y compris du monopole de la violence, et une violence dont il est fait usage de façon spectaculaire, qui peut être absolument cruelle, mais qui n'est absolument pas systématique. Une volonté de gouverner au moindre coût, grâce à l'usage d'intermédiaires, de truchements. Je parlais tout à l'heure des statates, Mohamed parlait de tous ces intermédiaires, ces notables qui permettent de gouverner. Un accommodement aussi au pluralisme, pluralisme juridique, pluralisme des ethnies, des nations, des religions, des groupements religieux, et puis une gestion des discontinuités spatiales et temporelles. Par exemple, dans le Sousse, les troupes de Hassan Ier, le gouvernement physiquement d'Hassan Ier n'était pas là, même, et de ses prédécesseurs, pendant 60 ans, dans le Sousse. Et donc, l'Empire, dans cette construction intellectuelle qu'est l'Empire, c'est un gouvernement sans administration, comme le rappelait Mohamed, c'est un gouvernement par la multiplication des échelles. Plus on est loin, plus on développe un mode de gouvernement qui passe par cet gouvernement au moindre coût, par les truchements, par les intermédiations. Et quand on dit plus on est loin, c'est pas forcément spatial, c'est pas forcément par la distance. On peut être une zone
par rapport à la cour où se situe le Marzen, qui lui-même était itinérant, on peut être très proche physiquement, mais éloigné en termes sociaux et politiques. Inversement, l'État-nation, la figure idéale typique de l'État-nation, qui est ce gouvernement par l'administration, il est caractérisé, et là on est beaucoup plus rapide parce que c'est ce que tout le monde a en tête quand on parle d'État, par les principes d'unicité et de continuité, par le volontarisme et la domestication, par l'uniformisation aussi, et le raisonnement par égalité abstraite, que ce soit des territoires, de la population, et l'investissement dans des informations qui évidemment existent aussi dans l'Empire, mais dans l'Empire c'est sur l'information sur des hommes, tandis que dans l'État-nation c'est un investissement sur des informations systématiques et homogénéisantes qui privilégient la moyenne, les grands nombres, etc. Et à ces deux figures idéales typiques correspondent des ingénieries de gouvernement, elles aussi dans cette configuration, dans cette construction abstraite de idéal typique, des ingénieries différentes. Alors très rapidement, l'Empire va avoir reposer sur l'ingénierie épistolaire. Et les correspondances sont fondamentales dans ce gouvernement, des correspondances qui sont codifiées, très codées, etc. Vous avez aussi l'ingénierie de la réception, avec une maîtrise et un savoir-faire du Marzen sur les arts de la table, les arts culinaires, etc., qui n'était pas une production du Marzen, qu'il allait capter ça et là, justement avec ses échelles de gouvernement, mais dont qu'il d'une certaine manière centralisait, qu'il instituait comme les bonnes manières et qu'il diffusait. L'ingénierie de la mobilité, puisque c'est un gouvernement par l'itinérance, avec une ingénierie, avec une logistique énorme de cette mobilité, et notamment dans la reproduction à l'identique. Par exemple, on le voit très bien dans les descriptions de Alka par Ibn Zaidan, la reproduction à l'identique tous les jours de la cour en itinérance. Et donc avec une logistique vraiment impressionnante. Une ingénierie aussi de la production des statuts et des notabilités, qui permet aussi d'avoir cette ingénierie du casting, en utilisant des mots modernes, de savoir qui nommer, quand, quoi, comment. Et une ingénierie du temps aussi, avec un pouvoir qui se construit bien sûr sur l'attente. On fait attendre... le sultan fait attendre, mais aussi avec des moments d'accélération. Les Alka, c'est le moment par excellence de l'accélération, mais des étirements du temps aussi, quand on fait référence à un temps extrêmement lointain, ou bien avec des latences, des moments de latence. Il y a une expression où on dit que le Marzen ferme les yeux, ou ferme les paupières plutôt. Mais cette maîtrise du temps n'est pas absolue, puisque le Marzen aussi est soumis au temps religieux qui s'impose à lui. À l'opposé, l'État-nation a des ingénieries totalement différentes, à commencer principalement par l'ingénierie de la programmation, de la planification, et également les catégorisations abstraite et sur des moyennes, une conception du temps linéaire et surtout un appareil bureaucratique plus ou moins légal rationnel et qui se traduit notamment au niveau d'une formation standardisée et non pas au cas par cas comme dans l'Empire. L'articulation un peu de ces façons de gouverner dont on a fait un peu à la fois la description factuelle mais aussi théorique, renvoie bien sûr à une question d'actualité, parce que tout ça n'a pas été fait pour juste raconter l'histoire du Maroc précolonial, mais surtout, et le livre essaie de parler du Maroc aujourd'hui, et là aussi, théoriquement, le concept qui nous a permis d'assembler, plutôt de penser ces échelles de gouvernement,
et leur acceptabilité, leur naturalisation par les acteurs qui les intègrent dans des partis pris. Ce que je disais, c'est que ce travail n'est pas uniquement historique. Il renvoie enfin, il a l'ambition de décrire le fonctionnement du gouvernement marocain actuel et de l'État marocain actuel. Et c'est pas du dualisme, cette combinaison avec plusieurs expressions de ces deux registres qu'on appelait le registre stato-national et le registre impérial. Et le lien par rapport à l'acceptabilité de ces registres de gouvernement qui renvoient, comme j'ai dit, à des ingénieries spécifiques, mais aussi à des façons de faire très spécifiques et très diverses, c'est pour expliquer leur acceptabilité, leur naturalisation par les acteurs, le fait que des cadres supérieurs formés en France puissent accepter des situations qu'on peut qualifier des situations patrimoniales, que ce soit en termes de leur costume, leur gestuelle, leur façon de s'adresser au pouvoir ou leur façon de penser le pouvoir et la relation au pouvoir. Donc cette idée, cette question, le concept d'imaginaire renvoie justement à ce lien qui lie la communauté et qui permet de penser l'État de façon partagée, avec toutes ces ce qu'on peut penser de ces expressions opposées, ces incompatibilités, ces références diverses. Oui. Et effectivement, il n'y a pas un imaginaire de l'État-nation et un imaginaire de l'Empire. Ce qu'on comprend par imaginaire, c'est précisément ce cadre, cette façon de pouvoir lier ensemble et de voir sans contradiction, sans paradoxe, de comprendre les situations en faisant référence simultanément à des registres totalement opposés. Oui, et donc on donnera quelques exemples pour montrer concrètement quelle est la pertinence de ce parti pris, à la fois théorique et empirique. Si on se réfère maintenant à la question, par exemple, de la régionalisation au Maroc. Un premier discours du Hassan II qui est surprenant dans la négociation à propos du Sahara, je crois que c'était Nairobi, où il dit de façon solennelle que je suis prêt à tout discuter, je ne veux garder que le timbre et le drapeau. Et après, tout le reste, vous pouvez en disposer. Ce qui a d'ailleurs valu une opposition, sinon une manifestation de refus systématique et violente de l'opposition nationaliste marocaine et qui a entraîné finalement l'incarcération des leaders de l'opposition parce qu'ils se sont opposés à cette question. Et là, on est dans le télescopage justement de deux façons de penser l'État. Une façon où l'État est pensé dans cette perspective de discontinuité, de gestion des personnes et non pas de gestion du territoire, des confins au lieu des frontières, à une conception stato-nationale qui est pensée dans le cadre d'un État-nation qui contrôle tout et où et on le voit aussi, ça explique en partie aussi les difficultés à faire aboutir justement la question de la régionalisation au Maroc, ce qu'on appelle la régionalisation avancée, où là aussi le registre impérial est mis en échec. Il est porté par le roi pour des raisons politiques, il est mis en échec par le gouvernement, par l'administration, par le mouvement national, du fait qu'il y a là aussi un télescopage de deux façons de penser, le déploiement de l'État dans les territoires, une façon de penser le Maroc comme une nation à la manière jacobine, et une façon de penser le Maroc comme une communauté des communautés. Un autre exemple qui est totalement contemporain, parce qu'encore une fois, notre livre n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de sociologie historique pour comprendre le Maroc contemporain. C'est par exemple la gestion du Covid, qu'on ne traite pas dans le livre, qui a été écrit avant. Il est intéressant de voir que dans le moment actuel, la façon de gérer ce moment de crise sanitaire relève des deux registres simultanément. On a simultanément une mobilisation de la bureaucratie étatique qui montre toute son efficacité à travers
la capacité à donner des autorisations à tout le monde, à organiser les tests, à monter des centres sanitaires, désormais à vacciner, hein. Mais simultanément, le registre impérial est omniprésent, aussi bien dans la mise en œuvre de certains dispositifs. Par exemple, dans le dispositif sanitaire, ça a été la construction d'hôpitaux mobiles, hein, directement issus de cette ingénierie de l'itinérance et de cette capacité logistique à suivre le pouvoir, a été impressionnante, hein. Et par exemple, on peut comparer avec la France, faire l'hôpital militaire dans le nord, dans l'est de la France a mis 2 ou 3 mois, je ne me rappelle plus exactement. Au Maroc, construire des hôpitaux de campagne, se font, quand ils sont petits, en 2-3 jours, et sinon en 1 semaine. Donc il y a ce savoir-faire qu'on retrouve aussi dans la mobilisation du Mocadem pour donner les autorisations, ou dans la mobilisation de toutes les petites épiceries et de tous ces lieux subalternes pour la distribution des masques, par exemple. Et donc on voit simultanément comment, dans le moment actuel, ce gouvernement de la pandémie est réalisé par la mobilisation simultanée des 2 registres, qui peuvent parfois se confronter, hein, aboutir à des tensions, comme lorsque les Marocains résidant à l'étranger ou qui étaient à l'étranger et qui voulaient revenir pensaient que, dans une conception très impériale de l'État, que l'État avait en charge l'ensemble de la population dans cette conception de l'allégeance perpétuelle, mais où les principes de l'État-nation ont fait non, on ferme les frontières, et là il y a eu des véritables tensions. Mais le plus souvent, je pourrais dire, c'est dans cette imbrication souvent très étonnante des 2 registres qu'il y a eu la gestion de la pandémie.